Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast qu'on va aujourd'hui parler des 5 raisons pour lesquelles vous ne vendez pas vos services. Les professionnels, que ce soit kinésiologues au Québec, préparateurs physiques, sont des experts dans leur domaine, l'entraînement ou la remise en forme, le mouvement. Malheureusement, c'est souvent beaucoup moins le cas en ce qui a trait à la commercialisation. Et pourtant, c'est assurément l'un des points les plus importants, hein, étant donné qu'ils sont toujours ou presque toujours des auto-entrepreneurs. Dans ce podcast, j'aimerais qu'on se fasse du bien, hein, qu'on revoie notre rapport à la commercialisation, qui des fois est très mal perçu, et qu'on voit comment pouvoir reprendre confiance en soi là, en tant que professionnel. C'est un thème universel, c'est un thème intemporel, mais c'est un thème qui est aujourd'hui, avec la COVID, encore plus important, surtout avec l'évolution du marché et avec la reprise qui va bientôt arriver. Pour en parler, on a invité Christian Françoise. Bonjour Christian. Bonjour Étienne. Bonjour. Peut-être des gens te reconnaissent parce qu'on a déjà fait un podcast ensemble. Donc, merci de te rejoindre à nous aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter juste un peu? Oui, donc je suis Christian Françoise, je suis coach sportif depuis 2002 à mon compte et je suis l'auteur du livre Personal Trainer aux éditions Amphora. Superbe. Et aujourd'hui, donc, on veut effectivement parler de vente, de commercialisation. Ouais, Oui, peut-être juste avant de commencer, on est quand même dans une situation COVID qui est un peu unique et qui habite les esprits de tout le monde. Peut-être qu'on peut commencer juste avec ça, là. Est-ce que tu observes des comportements différents depuis le début, avec le futur? Comment tu perçois les changements par rapport à ça? alors depuis l'année dernière où il s'est passé le premier confinement, on a quand même 3 grands comportements qui se sont un petit peu, qui ont émergé. Alors il y avait déjà quelque chose qui émergeait en amont, c'était ce qu'on appelait, le coaching à distance, d'accord? Qui était vraiment, je dirais pas un balbutiement, mais on sentait que ça émergeait, mais c'était encore très lent, d'accord? Donc le confinement, dû au Covid a accéléré ce phénomène. Donc on a eu dans un premier temps du pragmatisme avec certains coachs qui ont, basculé, de leurs cours présentiels en cours en distanciel. On a eu une deuxième étape, on a eu ceux qui étaient déjà en distanciel, qui ont accéléré leur mouvement à distance, qui sont passés même pour certains complètement et 100 à distance. Et on a un troisième comportement qui est le contraire des 2 premiers, c'est-à-dire, une crainte, une peur ou une incertitude ou une incapacité à transformer, leur présentiel en distanciel. Donc on a eu des pragmatiques qui ont basculé du présentiel en distanciel. On a eu déjà des gens qui étaient dans le mouvement du distanciel, mais qui l'ont accéléré. Et on a une dernière catégorie qui, eux, sont complètement inertes, qui sont restés chez eux, qui n'ont pas su évoluer ou basculer vers du distanciel. Et C'est tu sais, moi, quand j'ai vu tout ça commencer, il y a quelque chose qui m'allumait toujours, une ampoule que j'étais toujours, ben, je réussis pas à l'attacher. Grosso modo, je ne comprends pas, moi, ce changement-là, parce que pour moi, il est naturel dans le sens où c'est quoi la valeur du professionnel? C'est le service. Et que le service soit en présentiel ou à distance, il y a toujours la capacité d'avoir le service. Peut-être, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par rapport à la valeur? Est-ce que le professionnel a une valeur seulement parce qu'il est à côté du client ou il a une valeur dans le service, dans l'organisation, dans l'atteinte de l'objectif? Et ça, c'est nonobstant le lieu physique, en fait.
Alors, comme tu le dis, ce n'est pas foncièrement la distance qui doit faire la qualité du service. Bien évidemment, les puristes pourront toujours dire qu'on offre une meilleure qualité de service lorsqu'on est à côté de son client. Ils ont raison, mais ce n'est pas parce que dans certaines conditions, notamment comme le confinement, il est toujours possible d'apporter une qualité de service et le fait de limiter uniquement à sa présence son service, c'est perdre à un moment donné cette qualité de service, c'est-à-dire la relation. On a des clients qui sont prêts à accepter de travailler à distance pour garder la relation qu'ils ont commencé avec vous. Et c'est ça qu'il faut réussir à maintenir parce que nous sommes quand même avant tout dans un métier de relation. C'est la relation qui fait que l'on continue à travailler avec nos clients et surtout que nos clients ont envie de travailler avec nous. Et casser, couper ce lien, automatiquement, c'est perdre à un moment donné son client. Oui, et c'est ça qu'il faut faire hyper attention. Et pour moi, dans ce que tu dis aussi, j'entends pas seulement qu'il y a une meilleure qualité de service, que ça, on va tous être d'accord, mais les clients ne sont pas toujours prêts à avoir le coût que ça implique aussi. Et d'où là où on change dans le service et on accompagne le client selon sa capacité, en fait, au final. Oui. Dans tous les cas, il y a un thème récurrent hein, dans tout ce qu'on est en train de parler de vendre ses services et de commercialisation. Et il y a un limitant, un facteur limitant qui est en tout temps présent et que je répète quand même assez souvent. Hein, la plus grande limite, c'est soi-même. Et c'est justement, je voulais en venir à ça. Si je vais te poser une question, Étienne. Selon toi, si on veut vendre quelque chose, quel est pour toi le facteur qui limite ou qui peut casser une vente, à ton avis? Pour moi, c'est toujours, toujours, toujours le vendeur, entre guillemets, hein. Donc, la personne qui veut offrir le service. Si elle n'est pas convaincue, si elle n'a pas le discours franc et plein d'autres choses qu'on va parler, mais si elle n'a pas tout ça, donc si elle n'a pas confiance en elle, et la personne en face ne peut pas. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le premier facteur de la vente, bah, c'est la confiance. La confiance qu'a le coach et la confiance qu'il va, à un moment donné, réussir à transmettre, heu, moi, j'ai envie de dire au prospect, c'est pas encore un client puisqu'il l'a pas encore fait signer, mais au prospect qu'il a en face de lui et s'il sait donner de la confiance, automatiquement, il a fait quasiment 50 du travail. Et cette confiance-là, on a souvent, elle est souvent atténuée par un complexe que je pense que tout le monde a, hein, le complexe de l'imposteur, en fait. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vu souvent là, auprès de des coachs. Alors, on l'a parce que par rapport à ce que je venais de te dire lors du confinement et le troisième comportement, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas réussi à basculer, par exemple du présentiel en distanciel, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont développé un petit peu ce complexe de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que parce qu'ils ne sont pas à côté de leurs clients, leur service n'a aucune qualité. Et ça, c'est justement un des facteurs du complexe de l'imposteur. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, tout d'un coup, de mentir, de voler ou d'arnaquer leurs clients sous prétexte qu'ils ne sont pas à côté de lui. Et ça, c'est justement un premier complexe de l'imposteur. Heu, il faut d'abord déjà comprendre, en fait, c'est quoi le complexe de l'imposteur? C'est une crainte de ne pas être, en fait, légitime ou ne pas être suffisamment compétent. Donc on se retrouve dans Arrivé là cette. par chance, en fait. Voilà, c'est exactement ça. On a l'impression qu'on a eu de la chance, mais que ce n'est pas dû à nos qualités, à nos compétences et donc on développe un certain un certain sentiment, et puis on va se poser des questions qui vont nous inhiber dans notre confiance. Alors ça va être des questions qu'on va se dire à soi-même, «Et si je n'ai aucun résultat avec mon client? Et si je n'apporte rien à cette personne? Et si ce que je faisais n'était pas assez bien?» Voilà, ce sont toutes ces questions, qu'on pose et on se dénigre en fait soi-même, alors qu'on a pourtant, on n'a pas été jugé, on n'a pas été, personne nous a dit que notre travail était de mauvaise qualité, mais ce sont
vraiment des sentiments personnels que l'on se donne sans pourtant avoir eu quelque chose qui justifiait ça. Puis ça, c'est très psychologique, hein, c'est très individuel, ce sentiment-là Oui. que non, c'est pas parce que je suis bon, ma première cliente, c'est de la chance qu'elle m'ait pris. Est-ce qu'on a des façons de faire euh, ou des trucs Oui, et astuces en fait pour alors, limiter ça? Parce que c'est justement. très personnel comme problème. Oui. Alors, tout d'abord, quand on est comme ça, qu'on a le sentiment d'avoir ce syndrome de l'imposteur, il faut donc réussir à se décomplexer. Alors, il faut faire ce qu'on appelle sauter ses inhibitions et il faut commencer très simplement par relativiser. C'est-à-dire que, prendre de la distance avec ses propres exigences, faire perdre un petit peu le caractère absolu et parfait de ce que l'on voudrait. Parce que souvent, les gens sont très perfectionnistes et voudraient absolument que tout fonctionne parfaitement dès le début. Ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas commencer directement, une profession, un métier en ayant déjà 10 ou 15 ans d'expérience, d'accord? Donc automatiquement, il va falloir commencer petit à petit et même si, on rencontre sa première client, il faut accepter déjà le droit à l'erreur, le droit à l'échec. Donc comme je disais, il faut déjà relativiser. Ben, puis Oui, pour enchaîner justement les quatre trucs, surtout qu'on évolue dans un domaine sans certitude. oui, Donc autant un préparateur physique, un kinésiologue qui a plus d'expérience peut en avoir déjà vu et être un peu meilleur, autant on évolue dans un domaine où est-ce que l'objectif de la cliente, le corps humain, son évolution, il n'y a pas de certitude à la base. Donc, tout le monde accepte d'évoluer ensemble pour tendre vers un objectif et l'atteindre au final. Et il faut juste rester agile puis de faire évoluer le plan, en fait. exactement. Donc le premier conseil que je vais donner à des gens qui auraient l'impression d'avoir le complexe de l'imposteur ou qui ne sont jamais satisfaits de la prestation qu'ils donnent, donc c'est bien parce que ça veut dire que ces gens-là sont prêts à se remettre en question, mais à un moment donné, il ne faut pas être complètement envahi par une remise en question, il faut savoir évoluer. Donc premièrement, c'est soyez fiers de vos résultats et de tous vos résultats, quels qu'ils soient. Donc, il ne faut pas minimiser tous les succès actuels ou passés. Il faut repenser aux objectifs que vous avez parfois réussi à atteindre avec une personne, le sentiment, de satisfaction qu'un client vous a donné à la fin d'un cours, que ce soit un cours collectif ou que ce soit un cours particulier. Il faut se repenser à tous ces petits signes de satisfaction qui vont déjà nous dire: «Ah, bah, mon client, m'a toujours dit, merci pour le cours, il était super content. À la fin d'un cours collectif, j'avais des clientes qui étaient super contentes». Donc il faut repenser à toutes ces petites satisfactions qu'on a gagnées et qu'on va chercher à cumuler au fur et à mesure et qui vont monter comme ça petit à petit notre niveau de confiance. Donc c'est-à-dire être fier des résultats, des petites réussites accomplies ou gagnées au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, apprendre à dédiaboliser le mot vendre. Parce que s'il y a bien quelque chose que les nouveaux coachs ou que les coachs ont du mal parfois, c'est le mot vendre. On peut dire qu'on offre un service, qu'on fournit une prestation et qu'on donne des cours. On ne vend pas. D'accord? Et puis, dernier point, vendre, ça ne veut pas dire forcer la main. D'accord? Vendre, ce n'est pas mettre le pied dans la porte pour forcer le prospect et ce n'est pas non plus attendre que tout se fasse tout seul. C'est un équilibre. On se déculpabilise avec cette notion de vente. D'accord? Il faut bien comprendre que la vente, c'est un échange. On ne force pas la personne et il faut être content et fier de ses petites réussites. Et déjà, on va commencer à relativiser cette notion du complexe de l'imposteur. C'est le premier point.
Effectivement, puis moi, je peux même rajouter un truc, parce que, on ne réussit pas à convaincre quelqu'un, à mettre quelqu'un en confiance, pour pas utiliser le mot convaincre qui peut être perçu négativement, si nous-mêmes on n'est pas convaincus. Et puis si on est trop stressé pour arriver, au rendez-vous, on sera jamais, convaincant en fait. Le facteur du Covid, comme tu le disais, qui est apparu, nous amène à ce qu'on appelle le deuxième point, c'est la peur du changement. Il faut savoir que la peur du changement, en fait, c'est le stress de l'inconnu. C'est-à-dire, comme on ne sait pas, ce qui va nous arriver, on va développer une forme de stress, d'inquiétude, de peur qui, pour certains, vont inhiber, leur développement, leur capacité à imaginer, à se projeter, à préparer, à s'organiser. À partir de là, ils sont complètement paralysé. Lorsqu'on veut vendre, c'est un peu la même chose. On se pose trop de questions aussi. On est encore dans cette même, condition que le complexe de l'imposteur. On va se poser donc des questions comme: «Est-ce que je ne me suis pas trompé de voie? Combien je vais gagner? Est-ce que je vais trouver des clients? Comment je vais faire si ça ne marche pas?» Ou au contraire même, il y en a certains qui vont se dire: «Et si ça marche trop? Est-ce que si j'ai trop de clients?» Donc ils vont avec cette peur du changement, ils vont se saborder. Donc pour cela, il faut commencer déjà pour, éviter ce complexe du peur du changement. On va se décomplexer en s'informant. Donc déjà, on va essayer de se projeter en cherchant à discuter et à échanger avec, d'autres coachs qui vont nous expliquer leur parcours, leur progression, peut-être leurs difficultés, mais aussi leurs réussites. Donc déjà, ça va nous mettre un petit peu en confiance. Un deuxième point important, c'est de mettre sur papier les avantages et les inconvénients de ce que l'on veut, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai envie dans ce nouveau métier? Qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et à partir de là, on va mettre, heu, en évidence, les bons côtés, mais aussi les mauvais. Donc on va déjà se projeter un petit peu plus. On va préparer son projet, très important. Donc on va se renseigner sur, la façon de s'organiser, le statut juridique, ma communication, heu la manière de se vendre justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on va préparer au mieux son projet. Et puis un dernier point et j'aurais presque envie de dire le plus important, c'est de se donner une deadline. C'est-à-dire, il faut qu'on se donne un projet. J'ai envie de dire aussi, quand on est dans la peur du changement, Heu, c'est aussi, heu, quand on est en vente notamment, f mettre aussi une deadline à notre client. C'est-à-dire à un moment donné, la bascule, c'est-à-dire: «Allez-y, engagez-vous», heu, c'est-à-dire d'avoir cette force, cette conviction de faire basculer le client d'un prospect à un client, c'est-à-dire dans la signature. Oui, puis ensuite on trouve des raisons, Et exactement, et on connexes, vient de se saborder. externes au fait de ne pas avoir de clients actuellement. Mais dans des affaires, comme tu es en train d'expliquer, c'est des comportements sociaux, bien camouflés. Alors, justement, c'est le troisième facteur qui limite la vente. J'ai pas envie de dire biais cognitif, j'ai envie de dire biais neurologique. Parce qu'en fait, le biais cognitif, c'est une partie des biais neurologiques. Il en existe 4 en fait. Donc les biais en fait, un biais, cognitif en fait, enfin un biais neurologique, c'est en fait un modèle de pensée qui crée une déviation du jugement, une distorsion en fait, cognitive et une interprétation illogique qui affecte en fait notre prise de décision. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va pour X, ou Y, raison, heu, prendre la mauvaise décision parce qu'on est affecté par un de ces biais cognitifs, d'accord? Alors, par exemple, le biais de représentativité ou le biais de conformisme. Donc, ce sont 2 biais qui consistent à porter un jugement à partir de quelques éléments qui ne sont pas nécessairement représentatifs. Et c'est pour cela, je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a 3 semaines, d'accord? Dans mon métier, quand on développe bien sa clientèle, on commence à avoir tout simplement un schéma de client, pardon. C'est-à-dire qu'on a un stéréotype dans notre tête. C'est-à-dire que, si moi, ici, on m'appelle et que je demande où la personne habite, elle va me situer des quartiers,
des endroits où j'habite, où je sais d'entrée de jeu que ce client est OK. Parce que je sais que ce sont des quartiers bourgeois, des quartiers huppés, où je suis convaincu que je vais trouver là-bas ma clientèle. Si j'arrive dans ce quartier-là, généralement, je vais arriver, je vais avoir une belle voiture, une belle maison, il y aura peut-être une piscine. Donc, je sais que, par exemple, ces personnes-là ont des moyens. Donc, quelque part, je suis rassuré et je vais automatiquement signer mon contrat. D'accord? Là, j'ai eu un contact d'une personne qui habite dans un quartier populaire. Et là, dans ma tête, tout de suite, il dit: «Ouh là là, quartier populaire, qui dit pas beaucoup d'argent». Je me suis posé la question: est-ce que cette personne ne s'est pas trompée? Est-ce qu'elle connaît, les tarifs que je prodigue? Bon, et puis je me suis fait la même réflexion que j'aurais pu donner à un autre coach. Ne te laisse pas embarquer par tes biais. Ne commence pas à juger cette personne. Elle t'a appelé, c'est qu'elle a besoin d'un service. C'est-à-dire que je n'ai pas jugé, je me suis pas tiré un pied, une balle dans le pied en me disant: «Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas d'argent». Eh bien, j'ai fait comme si elle en avait et elle en avait. Donc ça veut bien dire qu'il ne faut pas juger trop vite les gens qui peuvent vous contacter. Donc c'est pour ça qu'il faut justement faire attention. Alors, il faut prendre conscience de ces biais cognitifs parce que, on n'est pas forcément conscient et quand on en a conscience, quand on sait qu'ils existent et qu'ils peuvent être, à un moment donné, un processus d'échec dans notre vente, eh bien, à un moment donné, on peut réussir à les contrecarrer pour pouvoir justement éviter de faire échouer une vente. Et je voudrais, apporter un dernier point sur ces biais cognitifs. Ne vous mettez pas à la place de l'acheteur. Ne vous mettez pas à la place de l'autre personne. C'est ça. Ça, c'est important. Ne vous mettez pas à sa place. Si la personne est en face de vous, a envie de prendre vos services, c'est son choix. Il y a un terme que moi, j'emploie souvent quand je discute avec d'autres coachs qui me demandent des conseils. J'ai envie de dire: «Soyez neutre». C'est-à-dire, vous devez avoir une attitude de neutralité. C'est-à-dire que, bien évidemment, vous avez envie de conclure votre vente. Mais si vous faites un cheminement de vente, heu, en prenant bien le temps d'écouter la personne, de comprendre ses besoins et ses attentes et de chercher des solutions, si vous avez une attitude, j'ai envie de dire neutre, elle signera. Parce qu'elle va pas signer, pour quelqu'un qui lui force la main, elle va signer pour quelqu'un de compétent. Il m'apporte une prestation, je sens qu'il a confiance en lui, je sens qu'il est compétent, donc je signe. Donc il faut donner ces 2 images-là, confiance et compétent et généralement on le ressent quand la personne est neutre. Mais puis tout ça se passe quand même dans un processus de vente. Puis je sais que toi, tu as un ordre de succession d'étapes. Tu viens même d'en parler un peu. Peut-être, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus techniquement ou concrètement Alors ces étapes-là que tu mets, qui au final, moi je dis toujours, c'est la règle des 3 C, hein. Et au final, ce processus de vente-là va être pour combler cette règle-là. La règle des 3 C, c'est quand même très simple. C'est compréhension, confort et confiance. Donc, en oui, fait, si mon client n'est pas confortable, il ne voudra pas acquérir mon service. Il j'ai ne sera pas réceptif. alors Même chose j'ai pour envie compréhension, s'il ne le oui, comprend pas. Euh, oui. et même Eh chose bien, pour confiance. j'ai envie de te dire que ces 3 C, tu les appliques pour le prospect qui est en face de toi, mais j'aurais envie de te dire que notre coach se devrait d'appliquer lui-même ces 3 C. Il faut comprendre en fait qu'à un moment donné, la confiance, prenons un exemple très, très parlant pour tous les coachs. Demandez à un coach d'aller dans un cours, allez, prenons un cours collectif, un cours de step et disons-lui: «Allez, vas-y, tu donnes ton cours». Mais tu n'as pas préparé ton cours. Tu ne sais pas sur quelle musique tu vas travailler. Il y a rien de pire pour un coach, moi en tout cas, d'arriver dans un cours sans avoir rien préparé. C'est-à-dire d'imaginer là, tout de suite, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Comment je vais le présenter?
Donc, L'improvisation, l'improvisation, ça ne marche pas. c'est-à-dire que prendre une vente à l'improviste ou faire une vente à l'improviste, ça ne marche pas. Il faut donc avoir une structure sur laquelle on va s'appuyer. Parce que justement, lorsqu'on perd pied, parce qu'on a un peu manque de confiance, eh bien, si on a une structure sur laquelle on va s'appuyer, un déroulement, eh bien, ça va déjà une bonne étape pour nous mettre en confiance. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire pareil. C'est-à-dire trouver tout de suite une logique de progression. Alors, moi, je vais vous donner la mienne. Premièrement, c'est l'accueil et ce que j'appelle la mise en confiance. C'est-à-dire, lorsque la personne va ouvrir la porte, on va tout de suite commencer à donner des signes de confiance. On va sourire, on va tendre la main. Actuellement, on ne donne plus la main, mais on va donner un coup de coude. Et ça va être le premier signe de mise en confiance. Sourire et accueillir la personne, dire bonjour. De ne pas arriver et directement, parler de son offre, de ses prix, Non, de s'intéresser à la personne, en fait. non, on crée un climat. On rentre, on crée un climat. Et j'ai envie de dire tout de suite, on va commencer à faire de l'observation. On va faire de l'observation, on va observer la pièce, on va observer les bibelots, on va regarder, parce que ça va nous donner des éléments qui vont nous permettre peut-être au cours de l'entretien d'apporter ou de rebondir avec la personne. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est un point que j'ai envie de dire qui peut être optionnel, mais moi que j'utilise toujours parce que ça me met en confiance. Je présente mon concept. C'est-à-dire que je vais commencer à présenter qui je suis et comment je fonctionne. À partir de là, ça me met en confiance et ça permet à la personne de savoir, OK, qui elle a en face de lui. Et c'est seulement après que je vais passer dans la troisième phase, qui va être la découverte des besoins de ce prospect. Certains squeezent la présentation du concept, ils attaquent directement par la présentation, enfin la découverte des besoins de leur prospect. Moi, je préfère toujours passer par une présentation du concept. Je leur dis qui je suis, comment je fonctionne. Ça prend généralement 2 minutes. D'accord. Et après, je bascule dans qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'avez appelé? Vous voyez? Tu vois, là, Étienne, j'ai utilisé tout de suite des phrases clés que j'ai préenregistrées, que je me suis formaté. Et ce qui fait qu'elles deviennent automatiques. Tu vois? J'ai tout de suite mes phrases clés qui ressortent. Bonjour, je m'appelle, voilà ce que je fais. Bon, maintenant, pourquoi vous m'avez appelé? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'attendez-vous de moi? Et tout de suite, ces phrases vont sortir et vont libérer la parole de mon prospect. Mmh. Qu'est-ce que tu dirais, par contre, parce que moi, j'entends souvent ça là, quand on dit ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit qu'au final, tu es fake, que tu es faux en ayant tout préparé comme ça? Non, parce que, c'est la même chose avec, tout se prépare. Quand on va chez un client, moi j'arrive pas avec les mains dans les poches, enfin j'arrive pas avec les mains dans les poches, j'entends, j'ai préparé et organisé son entraînement. On ne peut pas concevoir, une progression, sans avoir préparé au minimum. Donc tout se prépare, tout s'organise. Ce n'est pas du fake. C'est travailler en bonne intelligence. Mmh. C'est-à-dire, j'ai affûté mes armes, j'ai affûté mes arguments, j'ai travaillé ma présentation. Heu, mais j'ai Il y envie aura de des j'ai envie pro de dire, Étienne, que ceux qui sont fake, ils ne se rendent pas compte quand ils vont acheter, demain, une baguette de pain. La boulangère, ne fait pas sa vente au hasard. Elle sourit, elle dit bonjour, elle lui demande: «Qu'est-ce que vous voulez?» Elle fait parfois même de la vente complémentaire, lui demande: «Ça sera tout ou vous voulez autre chose?» Donc tout ça, ce sont des choses qui sont devenues automatiques, mais elle les a préparées, elle les a assimilées pour mieux les sortir de manière naturelle. Mais par contre, si on s'adresse comme ça à nos écouteurs, il faut comprendre que même si au début vous avez l'impression d'être un peu une forme de robot et de faire les choses un peu mécaniques, acceptez-le, c'est normal si vous débutez dans la vente, si vous débutez, dans le personal training. Parce que, vaut mieux passer un peu pour un robot avec, avec de la difficulté à s'exprimer,
heu, mais c'est normal, c'est normal. Mais il faut essayer, il faut se lancer et le mieux, c'est quand Complètement. même se Puis lancer avec un puis minimum de structure et de technique. surtout aussi, pour information, là, parce que chez XFIT, on a du service client, on fait des démos, et cetera. Moi, j'ai souvent, le retour que, mes personnes au service client croient qu'ils sont, robotiques et croient que la personne en face est au courant, là, du processus. Mais au final, c'est que très rare. Faut pas oublier, vous connaissez la magie en arrière du tour. Donc, grosso modo, effectivement, que vous pouvez penser que la personne voit le truc. Mais c'est plus souvent que pas assez faux, en fait. Elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Vous pensez que Non, oui, mais elle ne le voit pas. Vous êtes non. beaucoup plus discret que vous le pensez, malgré que vous croyez que vous êtes robotique, là. En plus, une vente ne va pas ressembler à chaque fois à la même parce que tout simplement, le client étant différent, son comportement, son profil psychologique, on peut avoir, des gens avec des profils complètement différents. Mais appuyez-vous toujours sur une structure et à ce moment-là, on adapte éventuellement un petit peu la structure. Moi, j'ai des clients, je sais dès l'instant où je détecte leur profil psychologique, je sais qu'avec cette cliente-là, je vais passer 1 heure d'entretien et au final, je vais signer. Et puis avec un autre profil, je vais avoir, l'entretien va durer une demi heure et puis hop, j'aurai à signer et je repars avec le montant. Pourtant, entre 1 heure et une demi heure, j'aurais suivi exactement la même logique de processus de vente. J'aurai les mêmes étapes. Sauf que je vais être plus rapide avec un client et je vais être plus lent avec un autre parce qu'il y a un client, on va plus discuter, plus échanger, mais je vais surtout tout le temps suivre ma technique, c'est-à-dire l'accueil, la présentation du concept, la découverte des besoins, ensuite la recherche de solutions pour mon client. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire je vais le mettre en situation, je vais le laisser imaginer comment pourraient se dérouler ces futures séances, dans quel lieu, avec quel matériel. Ensuite, je vais basculer sur ce qu'on appelle la proposition commerciale. Et puis à la fin, et surtout, finir avec une conclusion d'achat. Ça, c'est le dernier point qui est le point, j'aurais envie de dire, qui est le plus important. Il y a Mmh. une conclusion d'achat, c'est-à-dire la signature et la remise du montant pour s'engager. Ouais. Fait que grosso modo, tu as comme un processus en 7 étapes, là, si j'ai bien Tout à fait. compté et qui termine avec le point chaud, que tout le monde a de la difficulté, c'est la valeur des services. Et en fait, c'est ça qui fait la différence et le dernier point de la confiance en soi, c'est être aussi confiant dans le prix que l'on propose et j'ai envie de dire, on est encore dans un argument technique puisque, tu me connais, je l'ai déjà évoqué dans mon livre, comment calculer son prix. Donc on utilise, tout simplement, les charges de fonctionnement, les cotisations sociales et le revenu que l'on veut, le tout divisé par le nombre de cours que l'on va donner à l'année. Donc ça structure. C'est-à-dire que quand vous savez combien va vous coûter, pourquoi va vous coûter le cours, c'est-à-dire parce que dedans il inclut le temps de travail, le temps de déplacement, les charges, mon revenu, vous êtes confiant. Ce qui fait que si, pour peu que la personne aborde le prix en vous disant que c'est trop cher, eh bien, si vous savez la valeur de votre prestation, vous pouvez largement vous justifier. Et si la personne vous refuse votre prestation, c'est que soit vous lui avez pas bien expliqué, mais soit surtout qu'elle n'a absolument pas compris que vous ne pouvez pas être en dessous puisque c'est une valeur. Et cette valeur, vous la connaissez, donc vous pouvez largement la justifier. C'est ça qui est Et important. il y a aussi un point qu'il faut faire attention, là, quelqu'un peut, et ça nous arrive quotidiennement avec XFIT, quelqu'un peut vous dire que votre service est trop cher et il n'y a pas nécessairement un problème à ne pas signer, conclure 100 des personnes. Pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes trop cher qu'il faut que vous diminuez votre prix pour cette personne-là ou que vous diminuez votre prix pour tout le monde, ce qui serait encore pire.
C'est logique et c'est normal de ne pas signer tout le monde. Quotidiennement, XFIT ne correspond pas à des personnes qui ont des budgets plus faibles. Et au final, c'est peut-être juste qu'actuellement, ils ne répondent pas à la clientèle qu'on vise, à la clientèle qu'on est capable d'aider surtout. Et peut-être que plus tard, et ça nous arrive souvent, plus tard, ils vont avoir suffisamment de clients pour qu'à ce moment-là, on puisse les aider. Oui, et j'ai envie de faire un petit parallèle très simple. Premièrement, c'est que si vous avez, imaginons, prenons un coach qui se voit quasiment refuser à chaque fois les gens qui lui disent vous êtes trop cher. Moi, le problème que je fais ressortir généralement quand un coach me dit voilà, Christian, je t'appelle, je voudrais avoir des conseils pour développer, mais j'y arrive pas, c'est que souvent, c'est un problème de communication. C'est-à-dire que la personne communique au mauvais endroit et à la mauvaise cible client. C'est-à-dire qu'il faut aussi, à un moment donné, mettre en cohésion le prix de sa prestation vis-à-vis de sa clientèle. Et puis ça, on va tomber en fait sur ton segment de marché, hein, Tout à fait. persona. Et puis ça, tout le monde, je vous réfère vraiment à la web série qu'on a fait l'été passé. 5 épisodes dont les 2 premiers étaient autour de déterminer son persona. Et on a même créé un Canva dans Google Sheet que vous pouvez utiliser pour déterminer votre propre persona. Et donc, je vous invite vraiment à aller le voir, là, ça peut justement vous aider. Mais je te rejoins à 100%. Une fois qu'on a notre persona, ensuite, on peut utiliser les canaux de communication les mieux. Après, il reste que dans tous les cas, il y a un pourcentage de conversion. Un prospectus dans des boîtes aux lettres, par exemple, si c'est votre clientèle et que ça correspond, ça reste que statistiquement, vous allez avoir moins de 10% de signatures. Mm. Vous allez avoir 30% de rendez-vous. Euh, au final, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais. Ça veut juste dire que c'est des pourcentages de taux de conversion. Quelqu'un qui vous appelle parce qu'il vous a été référé par quelqu'un d'autre, qui est déjà votre client, eh bien là, vous allez sûrement toucher des 80-90% de taux de conversion. Mm. Et c'est parfaitement normal. Il faut aussi accepter de ne pas tout convertir. Voilà. Ben, ça, on en revient au premier, enfin, au deuxième point de la confiance en soi, c'est-à-dire la peur du changement et donc la méconnaissance du métier. Donc, si vous cherchez des informations comme le podcast que l'on fait aujourd'hui, ça vous mettra davantage en confiance en vous disant, ça me rassure, j'ai eu un échec, mais c'est pas pour autant que ça remet en question complètement votre métier. Par contre, si je sais pas moi, sur 10 rendez-vous, vous avez 5, 6 échecs, là par contre, vous peut-être mieux se poser des questions. Si vous avez un ou deux échecs sur 10 rendez-vous, ça fait 80%, c'est déjà très bien. Par contre, si vous avez 5, 6 échecs sur 10 rendez-vous, c'est que là, par contre, il y a un souci en termes de communication. Tenez des, des- des pourcentages ou tenez des estimations de vos réussites et de vos échecs lorsque vous faites ou de la communication ou de la vente. Ça vous permettra de savoir est-ce que je suis dans les clous. Et si je ne suis pas dans les clous, euh, qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est ma structure? Est-ce que c'est ma confiance en moi? Est-ce que c'est ma communication? Est-ce que c'est ma mise en confiance? Est-ce que mon écoute est bonne? Est-ce que j'ai bien compris les attentes et les besoins de mon client? Donc, il faut savoir se remettre en question, mais pas foncièrement dans la globalité, sur des détails. Exact. Non, non. Et puis, avoir confiance en son tarif, là, ça, de toute façon, on en a beaucoup parlé. Et puis ça, tout le monde, je vous réfère aussi au podcast ou au webinaire, là, selon si vous l'écoutez vidéo ou audio, qu'on a fait sur la facturation. Donc, comment trouver son tarif. On parle beaucoup de forfaits chez XFIT. Les 2 modèles existent, on vous présente les deux. Peut-être les avantages, les désavantages. Donc, je vous invite fortement là, à aller voir ce webinaire. Autrement, vous pourriez aussi acheter le livre
de Christian qui vous enseignerait aussi beaucoup d'autres choses que juste la facturation. Donc, où est-ce qu'on peut le trouver, peut-être, Christian, ton Eh livre? bien, le livre, on peut le trouver sur la Fnac, on peut le trouver chez Amazon et on peut le trouver aussi directement chez l'éditeur Amphora, éditionamphora.com. Alors, merci beaucoup tout le monde et puis on se reparle donc dans un prochain podcast.